Nous sommes venus retrouver aujourd'hui en face du grand maître pour que il puisse nous parler de la vraie histoire de notre pays. Parce que cette histoire est souvent falsifiée. Et nous, membres du BEDEM, sommes venus le rencontrer pour qu'il nous parle de cette vraie histoire. Parce que quelque part, il avait été dit que l'histoire de ce pays sera écrite un jour par les Africains eux-mêmes. Alors, nous donnons la parole. Du 50e anniversaire de l'indépendance de ce pays, nous serons amenés à tenir une série de conférences de presse à mener la famille à l'heure. L'histoire de ce pays, j'en avais un peu parlé avec M. Kitutu Léontois au cours d'une conférence de presse. La cassette existe. Nous n'allons pas, donc, pour le moment, aujourd'hui, revenir de la conférence de Berlin dans la colonisation, mais nous allons rapidement plonger vers le début, un début entre guillemets, de la lutte pour l'indépendance, c'est-à-dire dès 1929. À l'occasion du 50e anniversaire, je tiendrai une série de conférences de presse où je prendrai toujours des thèmes en vrac. Je vous avais toujours dit que la République démocratique du Congo, notre pays, n'est pas l'œuvre d'un politicien congolais. Mais c'est l'œuvre du roi Léopold de Belgique qui avait rassemblé de forces plusieurs ethnies de mentalités diverses et divergentes. Je ne veux pas dire que les Bantous, en tant que propriétaires de ce pays, ont commencé à exister grâce au roi Léopold. Absolument pas. Les Bantous ont le droit de premier occupant de l'Afrique centrale. Les Bantous occupent l'Afrique centrale des siècles avant la conférence de Berlin. Ça doit être clair. Nous n'existons pas parce qu'il y a la conférence de Berlin, mais la République démocratique du Congo existe en tant que pays à cause de la conférence de Berlin. C'est un pays qui a été fondé par le roi Léopold de Belgique, qui a mis ensemble, comme je l'ai dit, plusieurs tribus aux mentalités diverses et divergentes. Sans cela avoir demandé au préalable de chaque ethnie si elle était d'accord ou pas de faire partie de ce pays. C'est donc un mariage forcé que le roi Léopold avait mis sur pied. Un mariage forcé dont j'ai toujours dit que la classe politique et religieuse congolaise a le devoir sacré de prendre ce mariage forcé et de le transformer en mariage d'amour. Et j'ai toujours dit que si nous réussissons de transformer ce mariage forcé en mariage d'amour, et que nous plaçons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans la gestion de ce pays, alors très rapidement, notre pays va devenir une grande puissance économique, militaire et technologique mondiale. Mais les préalables, réussir à transformer le mariage forcé en mariage d'amour. Malheureusement. Voici bientôt, on va bientôt faire 50 années d'indépendance et rien n'a été fait dans ce sens. Ce sont des clans, à part Moutakassavu, le reste, ce sont des clans qui se partagent et qui dirigent ce pays. Et chaque fois qu'un clan passe au pouvoir, il dit Ngalanabiso.
Et cela au détriment des autres communautés nationales. Comment transformer un mariage forcé en mariage d'amour? Mais en faisant en sorte que les dirigeants de ce pays se comportent et cultivent un esprit de justice pour tous dans ce pays. En faisant en sorte que les richesses fantastiques de ce pays puissent profiter à toutes les communautés de ce pays et non pas un clan qui vole, qui pille, qui détourne et qui va cacher tout ça dans les banques étrangères. En faisant en sorte que seul celui qui est fautif doit être puni dans ce pays parce que l'infraction est individuelle et non pas aux dirigeants de faire des montages, c'est-à-dire de fabriquer des mensonges pour tenter de prouver X ou Y parce que sa tête ne lui plaît pas. En faisant en sorte que chaque communauté congolaise est respectée comme ayant le droit de premier occupant sur la terre de ses ancêtres. Mais jamais, jamais, au nom de l'unité nationale, un flamand ne peut pas aller en Wallonie malmener un Wallon. Jamais, jamais un Russe ne peut pas aller en Tchétchénie malmener un Tchétchène. Donc ceux qui pensent qu'à cause de l'unité nationale, ils peuvent quitter leur province d'origine, débarquer dans une autre province et commettre une foule d'injustices, avec ceux-là sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent de renforcer l'unité nationale. Le Maître Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire que pour cimenter la cohésion nationale dans ce pays, toutes les ethnies doivent être traitées avec justice. Il faudra éviter de faire des montages pour diaboliser certaines ethnies et glorifier des gens parfois qui n'ont rien fait de sérieux dans ce pays. Parce que cette façon de faire, cette façon d'écrire l'histoire de ce pays va dérouter les générations futures, va placer ces générations sur de fausses pistes qui ne cimenteront pas la cohésion et l'unité de ce pays. Non, c'est un domaine très vaste. Il y a moyen de tenir toute une conférence de presse rien que sur le thème comment prendre le mariage forcé du roi Léopold II et le transformer en mariage d'amour. Lorsque nous sommes arrivés en 1921, il s'est levé un grand maître de la sagesse Congo appelé Kimbangu. Kimbangu avait donné à l'Afrique centrale un message politico-religieux. Et toutes les prophéties qu'il avait données sont des prophéties de nature politique et religieuse. Parce que Kimbangu a parlé de l'indépendance matérielle et spirituelle du Congo, de l'Afrique et des peuples colonisés du monde. C'est donc un message politico-religieux. Kimbangu a tenu des réunions secrètes dans plusieurs régions du Bas-Congo où il donnait des enseignements à ses disciples, lesquels enseignements ont conduit à implanter dans le Bas-Congo un certain éveil politique et religieux dont Fumu Kimbangu chargé le Bas-Congo de la répandre sur toutes les familles d'Afrique centrale. Vous voyez, un grand maître apparaît, il donne un enseignement de nature politico-religieux et à la fin de compte, il demande à ses disciples de répandre ce message sur toute l'étendue de l'Afrique centrale. Je me rappelle encore une chanson dont chantaient les disciples de Moussa Kimbangu, où il était dit ceci: si elle est un fumu, moulmoua moussou, loinda la kuna, loinda la kuna, loinda la kuna. Ça veut dire
les disciples du Seigneur, le Seigneur du Mangou, maintenant que vous êtes dispersés à travers l'Afrique, allez s'aimer, allez s'aimer, allez s'aimer ce que vous avez reçu. Amen. Pendant que le noir prenait ça à la légère, les colons, ils analysaient tout minutieusement et phrase par phrase. Les colons se sont rendus compte que Mouta Kimbangu a implanté dans le Bas-Congo un éveil politique et religieux qui, si le Bas-Congo obéisse à l'ordre du grand maître, en répandant cette conscience dans toutes les régions d'Afrique centrale, eh bien, il va en résulter un éveil fantastique qui va mettre le régime colonial en difficulté. Alors, les colons ont dit, voici l'équation à notre présence. D'un côté, un messager divin qui est venu déposer un message politico-religieux, un éveil politico-religieux chez les Bas-Congo. De l'autre côté, les Bangala, les Baluba, les Baswahili, les différents peuples d'Afrique centrale qui n'étaient pas encore touchés par ce message. Ils ont dit qu'Imbangu a donné l'ordre au Bas-Congo d'infuser ce message, cet esprit d'éveil dans toute l'Afrique centrale. Que ce que nous devons faire, sont les colons qui raisonnent, qu'est-ce que nous devons faire pour que ce message d'éveil ne puisse pas être accepté en Afrique centrale. Eh bien, le colon a fait appel à ce principe millénaire du diviser pour régner. Les colons ont dit il faut séparer les Bas-Congo et couper les ponts entre les Bas-Congo et leurs frères Bangala, Baluba, Baswahili. Alors les colons ont rencontré les dirigeants politiques et religieux de ces autres communautés pour leur dire méfiez-vous des Bas-Congo, méfiez-vous d'eux. Par contre, nous sommes prêts à faire de vous ceci, à vous donner cela, mais à condition que vous puissiez vous méfier des Bas-Congo, à condition que vous soyez prêts à vous battre avec les Bas-Congo, à condition que vous nous obéissez au moindre signe. Et voilà, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, les Bas-Congo n'avaient jamais persécuté leurs frères Bangala, Baluba, Baswahili. Les Bas-Congo n'avaient jamais chassé leurs frères Bangala, Baluba, Baswahili. Le colonisateur va s'aimer une graine qui va amener les animosités entre le Bantou de l'Afrique centrale au lieu de se tenir la main et de marcher la main dans la main. Mais ce que les colons ont fait au Bas-Congo, au Congo central, ils n'ont pas fait que là-bas. Aussitôt que certain éveil a touché le Kasaï, le colonisateur a opposé des lois. Et il y a eu des bagarres terribles qui ont éclaté à Lubabu, la Turanga, où les Loulois qui étaient pourtant leurs cousins. Les Loulois ont été tués, persécutés, et ils ont été obligés de quitter Kananga, qui était le chef de la province du Kasaï, et d'aller construire une autre capitale à Bakwanga, qui est devenue Mbujimayi, et qui est devenue la capitale de l'État du Sud Kasaï. Les colons ont pris le Bangala, le Baluba, les Baswahili, ils ont tenté de s'opposer au Bas-Congo, qui ne leur ont rien fait de mal, seulement parce que les Bas-Congo étaient dépositaires d'un éveil politico-religieux laissé par le grand maître Kimbangu. Et de la même manière qu'ils sont tentés de vouloir créer cette tension interethnique, les colons ont amené les Baluba et les Loulois à se battre. Au Katanga, les colons ont poussé les Balubakat, déjà en zone Sendoué, contre la Konakat de Moïse Djobé. Ils sont mis à se battre. Dans la province orientale, les colons
ont poussé les Hema et les Lendu à se battre. Les uns sont d'origine Tutsi, les autres sont d'origine Bantou. Ils se sont battus, ils se sont déchirés à la grande satisfaction des colons. Et au Rwanda, le colonisateur a tenté d'opposer les Hutus et les Tutsis. C'est le grand principe de diviser pour régner. Alors il y a une foule d'intoxication qui a été enfoncée dans la conscience de certaines ethnies de ce pays, qu'on a dressé pour haïr le Bakongo, pour détester le Bakongo, pour refuser d'écouter tout message sanitaire qui viendrait du Bakongo. Et jusqu'aujourd'hui, certaines ethnies continuent à persécuter le Bakongo sans exactement savoir pourquoi. Ce sont des séquelles de cette contamination, de cette intoxication que les colons avaient inséré dans la conscience de certains compatriotes de ce pays. Vous savez, en 1950, Mutaze Zalando avait fondé une association appelée l'Association des Bakongo. À partir de 1954, Moutaka Savubu est devenu le président de cette association des Bakongo. Parce qu'à l'époque coloniale, le colonisateur ne permettait pas des associations intertribales. C'est chaque tribu qui devait avoir son association. C'est la manière que le Mumba était autrefois le président de l'association tribale de Batetela, ainsi de suite. Et bien en 1950, dans le fond de la Bakongo, qui était défini comme étant l'association des Bakongo, en 1954, Moutaka Savubu devient le président de cette association. Le mouvement était d'abord un mouvement culturel, et avec l'arrivée de Moutaka Savubu à la tête de ce mouvement, ce mouvement est devenu un mouvement culturo-politique. À partir de ce moment, Nakia Swama, c'est-à-dire que comment ça veut dire le manipulateur caché, s'est mis à manipuler certaines ethnies de ce pays pour les opposer sans raison au Bakongo. Et l'Église catholique belge s'était réunie pour dire que les Bakongo sont en avance sur les autres ethnies de ce pays. N'oubliez pas que les Bakongo sont un peuple descendant de l'ancien royaume du Congo, qui était un royaume très organisé. À cette avance-là, Kimbangu est venu ajouter un éveil politique et religieux. Nous devons fonder un mouvement, ce sont les catholiques belges qui parlent, nous devons fonder un mouvement qui aura comme mission chaque fois de s'opposer aux initiatives que Kassavou va émettre dans son association des Bakongo. On a chargé l'abbé Maloula pour superviser cette association. Et l'abbé Maloula, qui était l'abbé de la paroisse Christ des Rois, a fondé un mouvement appelé le Mouvement National Congolais, en abrégé. Le Mouvement National Catholique, en abrégé MNC. Beaucoup de gens racontent des idioties, en croyant que c'est le Moumba qui est le fondateur de ce parti. Pourquoi ils racontent tous ces mensonges, mais eux seuls le savent. C'est Maloula qui avait été chargé par les milieux catholiques belges de fonder un mouvement appelé le Mouvement National Catholique, en abrégé MNC, mouvement qu'on avait placé à la tête de l'abbé Maloula, à qui on avait donné la mission de rassembler des Bangala, des Baluba, des Baswahili, des Patati Patata, afin de leur donner des cours d'initiation à la politique, de les manipuler, de les conscientiser, afin de les rendre disposés chaque fois à s'opposer à l'éveil politique et religieux que Mfumu Kimbangu avait laissé sur le Bakongo. Cela veut dire que chaque fois qu'une déclaration sera faite dans le sens
de l'éveil politique et religieux de ce parlement de Mbamou, eh bien, le mouvement national catholique, 3-4 jours après, devra faire une déclaration qui contredit celle-là ou qui combat cela. La même Abda a donné des cours de formation aux gens. Iléo était là-bas, Lingala était là, et Kabamba, il y a plusieurs personnes qui étaient là-bas qui ont suivi cet enseignement. Et quand l'enseignement est terminé, l'abbé Maloula avait dit à M. Iléo, c'est toi qui deviendras maintenant le président de ce mouvement national catholique, que vous allez maintenant appeler le mouvement national congolais MNC, et qui aura comme mission de commencer à faire de l'obstruction avec l'association de la Congo dirigée par Moja Kasavu. Mais c'est Iléo a dit, les Mongos et les Batétéla sont issus des mêmes ancêtres. Au lieu que moi je sois à la tête de ce mouvement, le MNC, M. Iléo a proposé qu'on place Lumumba à la tête de ce mouvement, parce que le mouvement avait une certaine popularité dans les bars de Kinshasa, dans lesquels, bon, finalement Lumumba devient le président du mouvement national congolais. Il y a un mouvement fondé par les milieux catholiques belges, ultra réactionnaires et opposé à l'indépendance du Congo belge. Et le combat commença. Lorsque Moutakassa vous fait une déclaration que les Bantous, les Bangala sont des Bantous, les Baluba sont des Bantous, les Baswahili sont des Bantous, les Bakoumou sont des Bantous, quand Moutakassa vous déclare que les Bantous ont le droit de premier occupant sur la terre du Congo, pour vous aujourd'hui c'est une petite phrase de rien du tout. Mais à l'époque coloniale c'était très grave. Parce qu'il y avait là d'un côté des Congolais qui étaient dominés par les étrangers, les Belges, qui considéraient ce pays comme le leur. Et lorsque Moutakassa va déclarer que les Bantous ont le droit du premier occupant, pour les Belges, cela signifie des velléités autonomistes, des velléités à réclamer l'indépendance. Aussitôt que Moutakassa déclare ça, les milieux catholiques belges secrètement excitent le MNC pour faire une déclaration contraire. Et petit à petit, la situation s'est mise à s'envenimer. Je ne peux pas dénigrer le Lumumba. Parce que c'est quelqu'un qui a souffert, comme les autres, pour l'indépendance de ce pays. Mais je ne peux pas mettre à inventer des choses. Il faut mettre sur le nom de Moutakassa pour le glorifier, ou sur le nom de Lumumba pour le glorifier. Ça, c'est fausser l'histoire. Et moi, je m'en tiens à ce que disait le maître Jésus, qui disait, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc le MNC de Lumumba, au départ, était un mouvement inféodé aux néocolonialistes. Et Kwame Nkrumah organise une conférence à Accra. Kwame Nkrumah était devenu le premier ministre du Ghana. Il avait fait des études aux États-Unis à une époque où le racisme était farouche là-bas. Kwame Nkrumah a souffert avec les Noirs américains. Et quand il a terminé ses études, en rentrant au Ghana, il est venu diriger la lutte pour l'indépendance du Ghana. Et il va être nommé Premier ministre. À ce moment-là, il avait dit, je vais tenter de rassembler à Accra les différentes personnalités africaines, des nègres de l'Afrique, qui luttent, qui ont des velléités à lutter pour l'indépendance de leur pays. Et alors à ce moment-là, Kwame Nkrumah va inviter une personne par ici, Jomo Kenyatta au Kenya, et Sékou Touré à gauche à droite, et pour notre pays, Kwame Nkrumah et Lumumba pour assister
à la conférence de Congolais, Mutakasavubu et Lumumba. Et les milieux coloniaux belges se réunissent ici à Kinshasa en disant Kasavubu est déjà très populaire. Si nous laissons Kasavubu aller encore à Accra, il va se connaître avec les Kwame Nkrumah, avec les Modibo Keïta, avec les Sékou Touré, avec les Jomo Kenyatta, avec les Ben Bella, avec les Nasser. Kasavubu va devenir encore très populaire. Et les milieux belges ont dit Kasavubu n'ira pas à Accra, nous allons plutôt favoriser Lumumba, qui à l'époque était un agent favorable à eux, pour que lui aille à Accra afin de faire sa promotion politique. Et Lumumba est parti à Accra. On a empêché Mutakasavubu de partir à Accra, Lumumba est parti à Accra. Et là-bas, Kwame Nkrumah a fait un discours fantastique. Kwame Nkrumah était dans la caste de ces Africains qu'on appelait des communistes. En présence de Kwame Nkrumah, Lumumba devient totalement séduit, fanatisé par le discours de Kwame Nkrumah. De retour d'Accra, la rumeur s'est répandue que Lumumba a signé un pacte avec un Kwame Nkrumah, comme quoi désormais il se tiendrait la main et il ne se séparerait plus. Et quand Lumumba est arrivé, il a fait une restitution de ce qu'il avait vécu à Accra. Au cours de cette restitution, il a beaucoup vanté Kwame Nkrumah, qui était qualifié de communiste. Et vous savez qu'à cette époque-là, les milieux catholiques du monde entier étaient contre le communisme. Et les catholiques belges, initiateurs du parti MLC, à l'intérieur de ce parti. Et lorsque les membres du MLC Lumumba vont organiser un congrès à Luabourg, l'actuel Kananga, l'argent va circuler à flot. Et finalement, une crise va apparaître à Kananga et le parti du MLC va être divisé en deux. Le MLC Lumumba, pro-communiste, et le MLC Kalonji, pro-capitaliste. À partir de ce moment-là, Lumumba était devenu fou furieux contre Kalonji et les Badouba Kasai en général. Et il ne cherchait qu'une occasion pour se venger. Et chaque fois que l'association de Bakongo, dirigée par Mutakasavubu, faisait une déclaration dans le sens de l'indépendance, les milieux catholiques, X, T, Y, à droite, et petit à petit, Lumumba commençait à s'émanciper de cette emprise du milieu catholique belge. Lumumba commençait à se rapprocher de Mutakasavubu dans ses déclarations, dans sa vision. Et pour le milieu réactionnaire, Lumumba devenait aussi dangereux que Mutakasavubu. Lorsque Mutakasavubu a clairement posé le problème de l'indépendance du Congo belge, notre pays, eh bien, on va aller intoxiquer certaines ethnies de ce pays qui, eux, vont catégoriquement s'opposer à l'indépendance. Alors, un jour, Mutakasavubu déclare ceci: si vous, les autres ethnies de ce pays, manipulés par les milieux coloniaux, vous ne voulez pas l'indépendance de ce pays, alors nous, les Bakongo, nous allons demander l'indépendance du Congo central, qui est la terre de nos ancêtres, et nous vous laisserons, vous, avec la terre de vos ancêtres, rester sous domination coloniale, pendant que toute l'Afrique est en train de se libérer. Aussitôt que Mutakasavubu avait déclaré cela, eh bien, les milieux réactionnaires, les milieux coloniaux, ont intoxiqué les autres pour dire qu'Kasavubu est séparatiste.
Vous savez, une déclaration doit être appréciée dans son contexte. Lorsque vous sortez une phrase de son contexte, en principe, vous dénaturez la signification de cette phrase. Kassavo vous dit l'indépendance du Congo belge. Certaines ethnies manipulées refusent. Kassavo vous dit bon, si vous ne voulez pas, vous ne voyez pas l'Afrique, elle est en train de bouger. Tout le monde réclame l'indépendance. Hein? Nous, le prophète Kimbangu, nous avons dit que toute l'Afrique sera décolonisée et vous refusez. Écoutez, si vous refusez, c'est votre droit, mais nous allons demander l'indépendance du Congo central, qui est la terre de nos ancêtres, et vous allez rester sous le régime colonial. Alors, partout, on a dit qu'Kassavo est séparatiste. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui font du lumumbisme sans l'esprit de Lumumba continuent à déclarer que Kassavo était séparatiste. Kassavo était séparatiste. C'est un peu comme les petits perroquets qui répètent machinalement des phrases. Parce que vous savez, le perroquet, quand pendant la journée vous apprenez à un perroquet de dire bonjour, et le perroquet répond bonjour, une fois qu'il est habitué, quand vous arriverez à 23 heures, le perroquet vous dit bonjour. Alors, non, mais monsieur le perroquet, mais c'est la nuit, aujourd'hui il faut dire bonsoir. Le perroquet répond bonjour. Ainsi, ceux à qui on avait intoxiqué en disant Kassavo est séparatiste, sans voir le contexte dans lequel Mouta Kassavo a fait cette déclaration, ceux à qui on avait intoxiqué jusqu'aujourd'hui continuent à répandre des faussetés du genre Kassavo était sécessionniste, Kassavo était séparatiste. Ces gens ne connaissent pas qui était Mouta Kassavo et ces gens ne connaissent pas la mission du royaume du Congo, où le royaume du Congo avait été fondé par un archange et avait donné à ce royaume du Congo la mission de rassembler toute l'Afrique centrale et de les transformer en un seul pays de type confédéral. Comment voulez-vous, dans un peuple qui a eu des ancêtres visionnaires, des grands mages, à qui l'être suprême a confié une pareille mission, comment voulez-vous que des gens comme ça puissent venir vous prôner des choses de ce genre-là? Le Mouta Kassavo a été diabolisé, injurié, jusqu'à présent, que c'était un séparatiste. Lumumba est mort en 60, on lui a déjà fait un monument. Mais Laurent Kabila, qui est mort il y a 3 jours de cela, a déjà un monument. Et le prophète Kimbangu n'a toujours pas de monument dans ce pays. Mouta Kassavo, qui est mort avant Laurent Kabila, n'a toujours pas de monument dans ce pays. Parce que la tendance, c'est de diaboliser les Bakongo. Oh, vous savez, beaucoup de gens vont faire des courbettes en Kamba, mais ce sont des courbettes hypocrites. Les gens partent en Kamba parce qu'ils savent que l'église kimbanguiste a une population nombreuse qui peut voter. Simplement ça. Mais dans les fins fonds du cœur, Mouta Kimbangu diabolisé, parce que c'est ça la volonté des colons. Mouta Kassavo diabolisé, et ceux qui sont morts après Mouta Kimbangu, après Mouta Kassavo, ont déjà des monuments dans ce pays, tandis que chez les Bakongo, sacré, il faut tuer, il faut licencier les entreprises, il faut tenter d'effacer la vérité pour cultiver le mensonge qui fait plaisir à certaines personnes. Mouta Kassavo, un séparatiste. J'ai dit c'est faux et archi faux. Mais finalement, nous arrivons en 60, au mois de mai. On organise des élections législatives et provinciales dans ce pays. Lumumba attrape une majorité, sa coalition, son parti plus le parti allié à Lumumba, attrape une majorité relative, mais qui était insuffisante pour régner seul. Il fallait donc une coalition pour accrocher le groupe. Et
des gens, les uns sont regroupés autour de Moutaka Savourou, les autres autour de Lumumba. Et à la fin de compte, il fallait nommer le Premier ministre. Et comme Lumumba venait d'Accra, et que là-bas, à Accra, moi-même, Lumumba était Premier ministre, à l'époque, Lumumba ne voyait pas suffisamment d'importance de chef de l'État d'un président. Tous les pays africains sont colonisés. Le pays qui devient indépendant est dirigé par un Premier ministre. Et Lumumba croyait que lui aussi devait pouvoir être, coûte que coûte, Premier ministre. Et comme les Belges tardaient à vite nommer un Premier ministre, Lumumba est devenu impatient, violent en parole. Et quand il commençait à apprendre que lui, Lumumba, est maintenant diabolisé de la même manière que Kasavubu dans les milieux coloniaux, quand il a appris qu'on veut l'empêcher de devenir Premier ministre, Lumumba avait commencé par menacer de faire un coup d'État pour récupérer le pouvoir dans ce pays. Mais faire un coup d'État avec quelle armée? Parce que l'armée de l'époque s'appelait la force publique, était encore sous la domination des colons belges. Avec quelle armée il va faire ce coup d'État? Et bien des rumeurs se répandaient que Lumumba allait être aidé dans ce sens par des troupes qui viendraient du Ghana, de Kwame Nkrumah et de la Russie. Ça veut bien dire que Lumumba est devenu communiste sous la vision des colons belges. Donc Lumumba menace de faire un coup d'État si on ne nomme pas Premier ministre. La situation continue à s'empirer. Lumumba fait une déclaration en disant: si on ne me nomme pas Premier ministre, je vais me retirer de Kinshasa, aller à Kisangani, proclamer un État indépendant là-bas, où moi je deviendrai le chef de l'État. Ah tiens, Lumumba nous a toujours présenté comme un grand unitariste, devient lui aussi un séparatiste. Et puisqu'il a menacé, et si on ne le nomme pas, il va aller à Kisangani, proclamer un État indépendant, où il sera le président. Donc Lumumba aussi devient un séparatiste. Et une fois de plus, je vous dis, appréciez le contexte dans lequel Moutaka Savourou a fait sa déclaration. Appréciez le contexte dans lequel Lumumba a fait sa déclaration. Mais non, les gens apprécient facilement le contexte dans lequel Lumumba a fait sa déclaration de séparatiste. Quant à Moutaka Savourou, c'est la diabolisation. Lorsque Moutaka Savourou avait déclaré que si les autres ethnies ne veulent pas l'indépendance, alors les Bakongo vont demander l'indépendance du Congo central, la Belgique a fabriqué un slogan pour amener les Congolais à s'opposer à l'idée de l'indépendance du Congo central. Et le slogan disait: Congo uni, pays fort. Donc les Bakongo ont tort. Parce que si le Congo est uni, il sera un pays fort. C'est un slogan fabriqué par les Belges. Ils ont mis dans la bouche de certaines ethnies de ce pays pour s'opposer au Bakongo. Congo uni, pays fort. Et en 1960, on proclame l'indépendance. Lumumba Premier ministre. Partout en Occident, on dit que Lumumba est communiste. Il va donc prendre le Congo pour le donner aux Russes. Et pour protéger les intérêts occidentaux au Katanga, les Belges poussent Moïse Tshombe, c'était un Lunda, à proclamer le 11 juillet l'indépendance du Katanga. Donc Tshombe aussi devient un séparatiste. Vous voyez, en 1959, pour s'opposer à l'idée de l'indépendance du Congo central qu'on ne parle pas Congo, la Belgique dit Congo uni, pays fort. Une année après, pour protéger les intérêts occidentaux au Congo,
face à la menace communiste de Lumumba, les Belges prônent la séparation, le séparatisme, et ils demandent l'indépendance du Katanga, qu'ils soutiennent financièrement et militairement. Mais alors, où est le Congo uni, pays fort? Puisque ce que vous avez appris, ça, sont ceux-là qui ont poussé Tshombe à se séparer, donc à casser l'unité du Congo uni, pays fort. Et aujourd'hui, au lieu de dire Belgique unie, pays fort, et bien aujourd'hui en Belgique, les Flamands et les Wallons veulent se séparer. Alors, dit la sagesse Congo, Koutoudou Fiona, Diazengi. On ne peut manipuler que celui qui est un imbécile. Et nous, Congolais, nous nous laissons manipuler par ces milieux colonialistes parce que le 9 août, les Balouba persécutés à Kananga, persécutés au Katanga, ils rentrent en cascade à Bakwanga, et là-bas, quand on proclame l'indépendance du Sud Kasaï, en proclamant l'état minier du Sud Kasaï. Enfin, voilà quand on dit